Je m'appelle Blandine, j'ai 23 ans. Je viens de terminer mes études pour être traductrice et j'adore voyager. J'avais jamais imaginé que je me retrouverais un jour en fauteuil roulant, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Là maintenant, ça fait 3 ans que je me déplace en fauteuil, mais c'est vers l'âge de 18 ans, donc il y a près de 6 ans que j'ai commencé à avoir de plus en plus de mal à monter les escaliers et puis à marcher des longues distances et puis des moyennes distances. Je suis partie 1 an aux États-Unis à l'âge de 17 ans et c'était une expérience incroyable. Quand je suis rentrée, j'ai eu envie de continuer à découvrir le plus d'endroits possible et d'aller dans plein d'autres pays pour vraiment me retrouver complètement en immersion dans d'autres cultures. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé à avoir des problèmes de mobilité, j'ai pensé que j'allais devoir abandonner tous mes rêves de voyage. Donc par exemple, mon plus grand rêve, c'était de faire le tour du monde et je me suis clairement dit que ça serait jamais possible. Et puis voilà, pendant plus ou moins 2 ans, j'ai pratiquement pas voyagé parce que je pouvais marcher à peine 50 mètres. Donc c'était difficile d'aller plus loin. Et puis finalement, en surfant sur Internet, j'ai découvert des récits de personnes handicapées qui voyageaient un peu partout dans le monde, parfois seules, parfois accompagnées, des hommes, des femmes. Et donc je me suis rendu compte que c'était tout à fait possible. Et dès que j'ai eu mon premier fauteuil, bon, ça n'a pas été facile du tout au début, me voir en fauteuil, j'avais l'impression que c'était une autre personne. C'était vraiment pas facile à accepter, mais très rapidement, je me suis remise pas à voyager au bout du monde, mais à faire des petites sorties avec mes amis, tout ça. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que entre mes 18 et 21 ans, je n'ai pratiquement eu aucune vie sociale, ce qui est assez difficile à cet âge-là. Bon, j'avais des amis, mais dès qu'elles m'invitaient à sortir quelque part, bah, je devais dire non, quoi. Donc dès que j'ai eu le fauteuil, j'ai pu recommencer à aller faire du shopping, à aller en soirée avec des amis, enfin à faire toutes les activités que n'importe quel autre jeune de 20 ans fait le week-end en fait. Et depuis que j'ai mon fauteuil électrique, j'ai beaucoup plus de liberté dans mes déplacements et j'ai recommencé à faire plein de projets. Désolée. Bon, ça fait combien là? 4 ascenseurs qui sont passés et je suis toujours pas montée. J'y passe au moins 1 heure par semaine. Non, à attendre les ascenseurs. Ici, nous sommes à l'association Solil, Solidarité Lilloise étudiante, au sein de l'université Lille 3. Et c'est une association qui accueille les étudiants en situation de handicap. Et voilà, et on organise aussi tout au long de l'année pas mal de sensibilisation au handicap sur le campus de la fac ou à l'extérieur. Tiens, je viens de voir sur Facebook, au Québec, ils vont créer une émission de caméra cachée avec des personnes handicapées, qui vont devoir piéger des personnes valides.
Et le but, c'est de sensibiliser le grand public au handicap par l'humour. Quand tu rencontres des gens qui ont le tort d'être et handicapés et homosexuels, voire en plus s'ils sont noirs, alors là, c'est mort. Là, ils sont mal barrés. Certaines personnes handicapées se déplacent en fauteuil roulant manuel. Donc généralement, c'est des gens, par exemple, paraplégiques qui savent parfaitement se servir de leurs bras et qui ont assez de force pour se pousser eux-mêmes. Ou alors des personnes qui se font pousser par quelqu'un d'autre. Et puis il y a des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant électrique parce qu'elles n'ont pas la force de se pousser ou parce qu'elles parcourent des distances importantes. Et il faut savoir que la principale différence entre un fauteuil manuel et un fauteuil électrique, c'est le poids. Parce qu'un fauteuil manuel, ça pèse, disons, entre 7 et 15 kilos, alors qu'un fauteuil roulant électrique, ça pèse généralement plus de 100 kilos. Le mien en pèse 180. Donc c'est vraiment très très lourd, c'est impossible de le soulever et impossible de le mettre dans le coffre d'une voiture normale aussi. Il faut forcément un véhicule adapté. Un fauteuil électrique, c'est un peu comme une voiture en fait. Déjà, ça coûte pratiquement le même prix qu'une voiture. Le mien, il coûte 14 000 €, donc c'est le prix d'une belle petite voiture. Il peut aller très vite, par contre. Il peut aller à 10 km/h, ça c'est bien pratique. La batterie, je dois la recharger pratiquement tous les jours. Enfin, ça dépend du nombre de kilomètres que je fais, mais en voyage, je la recharge tous les jours pour être sûre. Et pour la recharger complètement, il faut 7-8 heures, donc une nuit complète. Et évidemment, je le disais, comme une voiture, un fauteuil électrique, ça peut avoir pas mal de problèmes. Une belle initiative de solidarité envers les personnes à mobilité réduite. Dans la Nièvre a été créé un site internet de voyage dédié aux personnes handicapées. Il leur permet d'entrer en contact avec des accompagnateurs valides. Dominique Barbier en a eu l'idée parce qu'à l'âge de 18 ans, il a perdu l'usage de ses jambes, mais pas ses rêves de voyage. Sylvain Thierry, Régis Guillain. Dominique est cloué dans un fauteuil depuis 16 ans. Ensemble, ils en ont déjà vu des pays. Dernière destination, le Burkina Faso. Là, on était à la fête des femmes. Il y avait tout de suite 200 personnes qui étaient sur nous. Et puis, on nous suivait partout, quoi. Les personnes blanches, déjà, il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, des blancs en fauteuil électrique, ne connaissent pas du tout. Donc, Dominique Barbier, je le connais bien, enfin, je le connaissais bien parce que c'est mon cousin. On est nés la même année. On a fait pas mal de bêtises ensemble chez notre grand-mère paternelle. Et on avait une certaine complicité qu'on avait un petit peu perdu pendant notre adolescence, mais qu'on a retrouvé à notre âge adulte. Donc Dominique, c'était quelqu'un qui adorait la vie. Il était assez polisson quand il était petit. Il aimait bien faire des blagues, des bêtises. Et quand il était adolescent, alors là, avec ses copains, il croquait la vie à pleines dents. Il aimait faire la fête, il aimait se promener. Bon, après, c'était quelquefois un petit peu périlleux, mais ça se passait plutôt bien. Et malheureusement, l'année de ses 18 ans, il a eu un grave accident de mobilette, de circulation. Il s'est fait renverser par une voiture en grillant un feu rouge. Et il s'est retrouvé du jour au lendemain dans un fauteuil tétraplégique. Donc il a toujours été conscient de son état, parce qu'il n'a jamais eu de période de coma suite à son accident. Et tout de suite, il a su que sa vie allait changer fortement et radicalement. Et moi, je l'ai revu 3 ans après son accident, et il était identique à lui-même, le fauteuil en plus, malheureusement. Il avait envie de partager, de voyager, de faire plein de choses avec les gens. Donc les premières années pour lui ont été un peu difficiles, puisqu'il est passé d'un statut valide, adolescent qui croquait la vie à pleines dents, à un statut handicapé, totalement dépendant des autres. Il a réussi à avoir son appartement lui-même. Il vivait avec son chien d'accompagnement. Il avait son appartement où il avait toutes ses petites affaires, et il accueillait des gens chez lui. Il pouvait tomber sur de très belles personnes et de très bonnes personnes qui lui ont apporté beaucoup dans sa vie et qui ont beaucoup partagé avec lui.
Et il pouvait aussi tomber sur des personnes qui, elles, étaient un petit peu plus là pour profiter de la situation, aussi bien financièrement que matériellement. Au cours de mes voyages, j'ai pu constater que la vie d'une personne à mobilité réduite n'était pas toujours la même d'un pays à un autre, ou plus précisément d'une ville à une autre, parce qu'il y a souvent de fortes différences entre certaines villes d'un même pays. Donc voilà, il y a des villes où c'est beaucoup plus facile de se déplacer qu'en en fauteuil roulant parce que les transports en commun sont parfaitement adaptés, les trottoirs sont bien abaissés, il n'y a pas de pavés, les villes sont plutôt plates aussi, il n'y a pas trop de relief. Par contre, il y a d'autres villes où les transports en commun ne sont pas du tout accessibles, les trottoirs font 20 cm et c'est impossible de monter dessus quand on est en fauteuil, où les magasins ont tous 3-4 marches devant l'entrée. Par exemple, à Stockholm, ou Berlin, ou Barcelone, c'est assez facile de se déplacer en fauteuil parce que la majorité des transports en commun, si pas la totalité, sont accessibles aux personnes en fauteuil. Donc il y a des ascenseurs dans les stations de métro, il y a des rampes dans les bus par exemple. Et les trottoirs sont aussi généralement en bon état. Mais il y a d'autres villes comme Bruxelles ou Marseille où là c'est vraiment très très compliqué de se déplacer quand on est en fauteuil parce que pratiquement aucun transport en commun n'est accessible. Donc la seule solution c'est de prendre par exemple des taxis adaptés qui coûtent très cher et qui ne sont pas disponibles facilement. Cette attitude qu'il a eue avec les personnes, à recevoir toujours beaucoup de monde chez lui, c'était aussi la peur, il me l'a dit plusieurs fois, de se retrouver tout seul. Parce que c'est vrai que le handicap, quelquefois, peut faire peur. Il avait besoin de personnes au quotidien, pour ses soins, pour ses repas, pour sa vie au quotidien. Il avait toujours besoin de quelqu'un chez lui. Alors le voyage, je pense qu'il a toujours voulu bouger, mais qu'il a malheureusement pas eu le temps de le faire quand il était jeune. Et il a rencontré aussi des personnes qui tenaient des agences de voyage, qui aimaient voyager. Et je pense que ce goût du voyage a mûri petit à petit en lui et il s'est dit pourquoi pas moi ? Même si j'ai mon fauteuil, même si j'ai mon handicap, pourquoi pas me tester et tester des voyages. Alors, il a commencé par voyager en France. Il est venu nous voir plusieurs fois avec des gens qui l'accompagnaient, des amis ou d'autres personnes. Il a fait le tour un petit peu de sa famille. Et après, il est allé en Belgique, il est allé en Corse, il a fait le Maroc aussi une année. Alors voici notre petite chambre. C'est les rails. Et voilà Dominique qui dort encore. Non, ça va pas. Coucou. Parce qu'il fait froid. Alors ça c'est les affaires. Voilà. Voici mon lit. La fenêtre. Le lavabo. Hein? Ça c'est au cas où s'il y a des urines. Le fauteuil. Et bien sûr le fauteuil il faut le brancher la nuit et le brancher c'est en l'air. Tout là-haut. À la place de l'ampoule. Non, quand tu as besoin de lumière, il faut mettre l'ampoule. Ah oui, il faut brancher l'ampoule. Voilà la table. Et en dessous la table, un trou. Et voilà. En Belgique, là où j'habitais, il y avait pratiquement jamais de personnes handicapées à l'extérieur. Donc ça m'arrivait souvent quand je me promenais dans la rue que les gens me regardent avec des grands yeux, comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient quelqu'un handicapé. Enfin, c'était peut-être vraiment la première fois, hein. Mais
Voilà, et puis bon, souvent aussi, ce qui est pas très agréable, c'est les commentaires du genre oh ma pauvre petite chérie, votre vie doit être tellement difficile. J'ai envie de leur dire non, merci, ça va très bien, au revoir. Voilà, parce que les gens pensent que quand t'es handicapé, t'es forcément super malheureux, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux être valide, riche et malheureux, et tu peux être handicapé et heureux. Donc, avant d'être en fauteuil roulant, je ne me rendais absolument pas compte des difficultés que pouvaient rencontrer les personnes à mobilité réduite. Je me doutais bien que voilà, monter un escalier, monter un étage, c'était pas possible quand on était en fauteuil. Mais je me rendais pas compte, par exemple, qu'une toute petite marche à l'entrée d'un magasin, ça pouvait poser de très gros problèmes. Donc voilà, je comprends pourquoi les personnes valides ne se rendent pas compte de ce genre de problème et pourquoi les personnes qui ont des magasins ou d'autres bâtiments pas accessibles, je comprends pourquoi elles ne pensent pas à rendre leur bâtiment accessible. Je pense qu'il faut un peu essayer de sensibiliser toute la société en général. Un jour, il a eu envie d'aller en Afrique. Donc il est allé une première fois au Burkina Faso, où là il avait un projet de développer un bâtiment accessible aux personnes en fauteuil pour venir passer des vacances, et puis aussi pour prodiguer des soins aux personnes qui habitaient au Burkina Faso. Donc ça, c'est un projet qui n'a pas forcément abouti, mais ça lui a donné l'amour de l'Afrique et l'envie d'y retourner le plus rapidement possible. Mon premier voyage toute seule, c'était à New York. J'avais 18 ans. Et je me rappelle, quelques mois après avoir fêté mes 18 ans, j'ai annoncé à mes parents, voilà, je pars une semaine à New York toute seule. Donc évidemment, ils n'étaient pas très rassurés. Mais voilà, de mon côté, j'ai fait de mon mieux pour qu'ils ne s'inquiètent pas. J'avais déjà fait des voyages avec mes parents qui étaient très sympas. Mais là, le fait de me retrouver toute seule comme ça, c'était super excitant.
Super intéressant. Oui, c'est super intéressant, mais je vais me planter. Je suis pas bonne pour tenir par cœur. J'ai pas eu le temps parce que mon père était en ville d'apprendre ça par cœur pendant les vacances. J'étais trop occupée à devenir hystérique à côté de la Tour Eiffel, vois-tu? Tout seul. Ouais, mais t'es pas ici en vacances, hein? On pense que les personnes handicapées, fatalement, elles sont malheureuses et elles prennent pas soin d'elles, elles restent toute la journée en training devant leur TV ou des choses comme ça. Et voilà, moi, il y a déjà une personne qui a voulu me faire un compliment, mais bon, pour le coup, c'était plutôt maladroit, en me disant vous êtes trop jolie pour être handicapée. Donc, je sais pas trop comment je dois le prendre, parce que vous êtes jolie, ça m'aurait fait plaisir, mais vous êtes trop jolie pour être handicapée. Genre, il y a une incompatibilité, tu vois. Si on est handicapé, on est forcément moche et négligé. Alors que non, ça n'a strictement rien à voir, quoi. Avant d'avoir mon premier fauteuil, qui était un fauteuil manuel, donc, pendant, disons, 2 ans, j'ai pas vraiment beaucoup voyagé, parce que je pouvais pas marcher très longtemps, donc c'était pas évident. Mais dès que j'ai eu mon fauteuil, j'ai recommencé de nouveau à voyager, en train toujours. Donc là, j'ai découvert les joies du train quand on est PMR, parce que c'est pas toujours simple. Il faut toujours réserver une assistance pour monter et descendre du train, généralement 48 heures à l'avance. Et même en faisant cette démarche, bah, ça se passe pas toujours comme prévu. Donc voilà, maintenant je suis habituée, je prends le train pratiquement chaque semaine, mais il y a quand même toujours quelques petits moments de stress quand j'arrive dans une gare et que personne n'est là pour me faire descendre du train. Et des fois, j'ai peur que le train reparte sans moi, mais bon, j'essaye de rester zen et je me dis que de toute façon, la seule chose à faire, c'est d'attendre et voilà. Et bon, jusque maintenant, j'ai jamais eu de trop gros problèmes. Enfin, il y a quand même un jour où, là, c'était en France justement, et la SNCF m'a fait monter dans le mauvais train. Donc là, j'avoue que c'était un peu problématique puisque j'étais près de Paris, je devais prendre le train pour Lille et ils m'ont fait monter dans un train pour Lyon. Donc c'est complètement l'opposé. Et une fois que le contrôleur est passé, une demi-heure après le départ, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le bon train. Et évidemment, le train pour Lille qui était parti, bah, c'était le dernier train de la journée. Donc le contrôleur m'a annoncé que j'allais devoir passer la nuit à Lyon.
Alors, l'association Handi Voyage Dominique Barbier, c'est une association de loi 1901 qui a été créée par Dominique Barbier en 2001. Donc, le but de l'association Handi Voyage Dominique Barbier, c'est de mettre en relation des personnes en situation de handicap qui souhaitent s'organiser un voyage et des personnes qui sont désireuses de les accompagner en bénévolat ou autre. Merci. La valise. Je m'enlève après. On va faire un petit truc. Je vous remercie. Ça va? C'est bien passé? Donc moi, je suis une handi voyageuse. Ça fait 4-5 ans que je connais l'association grâce à une fille qui me l'a montrée. Donc à mes côtés, j'ai une des accompagnatrices qui fait partie de l'association Handi Voyage, Iman. Elle m'a accompagnée, ça fait faire maintenant 3 fois, sur le même séjour à Marrakech. Sinon, grâce à cette association, ça m'a permis de voyager très souvent. Tous les 3-4 mois, en fait, quand j'envisage de partir au Maroc, je fais appel à l'association qui met une annonce et qu'ils essayent de me trouver une accompagnatrice, soit qui est déjà partie avec moi, comme 2 autres aussi accompagnatrices qui sont déjà parties avec moi 2-3 fois aussi au Maroc. Sinon, en général, ils essayent de vous mettre en relation avec elles 1 mois et demi, un petit peu à l'avance, pour voir si les caractères collent. Et en général, ils font une fiche d'évaluation sur l'accompagnatrice ou sur nous. Et puis, ils essaient de vous mettre une accompagnatrice avec qui ça peut marcher. Alors, il n'y a pas que la considération oh ben t'es handic, donc à charge de la famille ou de la société. Oui, et donc, il y a aussi ça, on est un futur poids. chômeur et compagnie, et donc futur profiteur, soi-disant. Oui, les gens pensent aussi qu'une personne handicapée n'a pas de vie sexuelle parce qu'on n'a même pas, parce qu'on ne pense pas à ça en fait. Ils pensent que on a déjà tellement de problèmes et de choses à faire avec notre handicap qu'on ne va pas en plus se compliquer la vie avec des relations amoureuses et sexuelles, quoi. Alors que non, c'est comme n'importe qui. On n'a pas le droit d'avoir une vie amoureuse et qu'on a encore moins le droit de se reproduire. Ouais. Ça, c'est le genre de choses où voilà. Et c'est vrai que est né de ce constat un site dont on nous a parlé depuis quelques mois maintenant, qui s'appelle Handi Love, qui réunit effectivement valides et handicapés sur la toile. Pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc ça montre aussi qu'il y a quand même un effort de fait là-dessus, mais que effectivement on est des gens comme tout le monde. C'est juste une différence comme une autre, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'aimerais pas passer par ce genre de site. Je préfère, si jamais je m'inscris sur un site de rencontre, je préférerais utiliser un site classique, on va dire. Enfin, parce que voilà, le handicap, c'est une de mes caractéristiques, comme ma couleur de cheveux ou mes lunettes. Donc nous recevons sur notre site internet ou la page Facebook de Handi Voyage Dominique Barbier des demandes de personnes désireuses de partir en vacances. Donc alors on demande aux personnes, bien souvent c'est un message privé, et puis après on demande aux personnes de détailler un petit peu plus leur annonce, c'est-à-dire leur destination, la période dans laquelle elles veulent partir, si elles le savent déjà la semaine avec les dates précises. Ensuite, qu'est-ce qu'elles veulent faire, leur type de handicap, sans forcément rentrer dans le détail, mais ça donne déjà une idée s'il faut une personne qui soit infirmière, aide-soignante ou pas, si les soins, s'il n'y a pas de soins à prodiguer. Et ensuite, donc, on met l'annonce sur notre page Facebook et des gens répondent positivement ou partagent l'annonce et on trouve comme ça des accompagnants. Il y a des personnes aussi qui se proposent spontanément pour être accompagnants. Donc on leur demande de remplir un petit questionnaire qui reprend un petit peu pourquoi elles ont envie de le faire,
quelles sont leurs aptitudes. Et notamment, nous, ce qu'on recherche, c'est, bon, bien sûr, si la personne a besoin de soins, c'est des gens qui sachent le faire. Il peut y avoir quand même des soins un petit peu plus lourds au quotidien à prodiguer. Et donc c'est très important pour que le séjour se passe bien, que la personne soit apte à le faire et à l'aise pour le faire aussi. T'as pas regardé au niveau des billets si j'ai bien mis au niveau de la réservation, batterie sèche ou humide? C'était pas écrit dessus. Bon, c'est bon, on va voir de toute façon au niveau des comptoirs. Bon, ça ira bien y arranger. Ouais. Ok, bon bah c'est parti. Avant de nous mettre en communication, en contact avec l'accompagnatrice, nous demande notre participation lors du voyage, si on prend tout en charge ou à moitié. Donc, dans mon cas, moi, je prends en charge le transport, donc le billet d'avion ou train de l'accompagnatrice, si elle habite en dehors de Paris, et tous ses repas et son hébergement. Mais il y a d'autres cas où le voyageur ou la voyageuse peut demander une participation à l'accompagnateur. En fait. Cet été, je suis partie faire un voyage assez long, de 40 jours en fait. J'ai fait un tour d'Europe, donc voilà, plutôt que de faire le tour du monde en 80 jours, j'ai décidé de faire le tour d'Europe en 40 jours. Ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas le tour du monde plus tard. Ça, c'est aussi un autre de mes projets. Et donc, pendant ce voyage qui avait lieu de fin juillet à début septembre, j'ai visité 14 pays différents. Je suis partie de Bruxelles, puis je suis montée vers les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suède. Je suis redescendue en Allemagne, à Berlin, puis en République tchèque, en Slovaquie, en Autriche, en Suisse, en Italie, en France, en Espagne. Puis je suis remontée par Paris et j'ai terminé par Londres. Quand je voyage avec mon fauteuil, je dirais que les gens ont des réactions très variées. Enfin, c'est les mêmes que quand je me promène en fauteuil dans la vie de tous les jours, en fait. Mais la plupart des gens sont plutôt curieux, en fait. Parce que c'est vrai que dans certaines villes, les gens sont moins habitués à voir des personnes se déplacer toute seule en fauteuil roulant électrique. En fait, ça facilite le contact, je dirais, à certains moments, parce que les gens viennent spontanément me rendre service. Et voilà, évidemment, il y en a à qui ça fait un peu peur, mais voilà, j'y fais pas attention et c'est pas grave. J'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours fait confiance. Donc, à chaque fois que je voulais partir quelque part, ils m'ont toujours laissé partir, même si c'était pas toujours évident pour eux. Par contre, de mon côté, je fais toujours le maximum pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Donc, je leur envoie au minimum un SMS par jour. Ou un mail aussi, si j'en ai eu la possibilité. Même si j'ai rien à dire, voilà, c'est juste pour les rassurer et leur dire que tout va bien. Et voilà, après, je sais qu'ils s'inquiètent pour ma santé, pour mon fauteuil. Ils ont peur souvent que je me fasse écraser, parce que c'est vrai qu'avec mon fauteuil, je suis parfois obligée d'aller sur la route quand les trottoirs sont pas praticables. Donc c'est un petit peu dangereux. Mais bon... voilà, ils savent bien que de toute façon, c'est pas une solution pour moi de rester enfermée chez moi entre quatre murs. Je deviendrais complètement déprimée et voilà, donc j'essaye de pas prendre de risques non plus, mais
j'aime bien bouger et voilà, je crois qu'ils l'ont compris. Mais, t'occupes toi. Essaye de dire quelque chose d'intelligent là pendant que ça filme. Les photos sont interdites. Et une année, il a décidé de partir avec une bonne huitaine de personnes avec lui. Il y avait des amis à lui qui étaient aussi en fauteuil. Et ils ont décidé d'aller au Burkina Faso en véhicule. Donc le but, c'était, avant de partir, de récupérer du matériel médical et des fauteuils roulants. Donc ils ont chargé à bloc les camions. Je me souviens avoir vu des photos et il m'en a beaucoup parlé avant, pendant et après son voyage. Donc ils ont traversé la France, ils ont traversé l'Espagne, le Maroc, ils sont passés je crois par la Mauritanie pour arriver enfin au Burkina Faso avec tout leur matériel. Alors il y a eu quand même pas mal de petits déboires mécaniques avec les véhicules qui commençaient à être un peu vieillissants. Certaines personnes qui trouvaient le voyage un peu long ont décidé de quitter, d'autres sont revenus les rejoindre, etc. Et ils sont arrivés au Burkina Faso avec tout ce matériel pour aider les gens, les personnes handicapées qui avaient besoin de soins. Ils leur ont offert tout le matériel qu'il avait pu collecter pendant des mois. Je me souviens aussi, je lui avais donné beaucoup de téléphones portables qu'il avait emmenés aussi là-bas. Et puis, malheureusement, il avait beaucoup de projets de continuer de voyager encore toutes ces années. Et malheureusement, il nous a quittés il y a pas tellement longtemps. Le but après, voyant qu'il aimait son association et qu'il voulait absolument qu'elle se développe et qu'elle perdure, on a décidé avec une amie de reprendre son association et d'essayer de faire vivre Dominique par son association et surtout ses idées, garder ses idées. Ouais. C'est trop bien quand on a mal aux pieds. Taxi. Je souhaitais remercier au nom de tous toutes ces personnes de bonne volonté qui nous permettent de réaliser nos rêves. Merci. Alors quand je décide de faire un voyage, je commence toujours à préparer mon voyage bien à l'avance, parfois plusieurs mois à l'avance. Par exemple, mon tour d'Europe, j'ai commencé à faire des recherches plus ou moins un an avant mon départ. Parce que voilà, vu que je suis en fauteuil et que mon fauteuil pèse très très lourd, je peux pas me permettre de partir comme ça au hasard et puis d'arriver dans un endroit qui n'est pas accessible et de demander à des gens de me porter, par exemple. Donc la première chose que je fais, c'est regarder au niveau des transports déjà, parce que voilà, je me déplace généralement en train. Pour mon tour d'Europe, c'était toujours le train. Donc je cherchais quels trains sont accessibles, et puis je réservais mes places, et puis je réservais l'assistance dans les gares. Après ça, il faut trouver l'hôtel. Alors là, c'est pas évident non plus, parce qu'il y a pratiquement aucun hôtel qui indique sur son site s'il a des chambres accessibles. Une fois que j'ai trouvé un hôtel, je ne réserve pas directement. Donc je vous appelle parce que je suis une personne à mobilité réduite. Et donc voilà, j'aimerais bien réserver, mais avant j'ai une question.
parce que j'ai lu toutes les pages qui traitaient du sujet et c'est pas toujours hyper clair. Donc je me demandais est-ce que je peux prendre l'avion toute seule? Je me déplace en fauteuil roulant, oui. Oui. Enfin, le fauteuil, il voyagera dans la soute, mais... D'accord. Parce qu'il y a certains endroits sur votre site où il est mis que les passagers doivent être accompagnés d'un adulte valide. Parce que j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui étaient refusées parce qu'elles n'avaient pas d'accompagnateur. Donc je voulais pas que ce soit le cas. D'accord. Parce que alors ce que vous dites, c'est un peu contraire à ce qui est mis sur votre site. Hein. Parce qu'il est mis que certaines personnes handicapées doivent être accompagnées d'un passager valide âgé d'au moins 16 ans. Ça dépend ce que vous entendez par grave. Mais je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'assistance pendant le vol de toute façon. Donc Merci, au revoir. For nights with breakfast. Yes. The breakfast at 6:30 to 12. It starts at 6:30. Until 12. Because on Monday my plane is at 9, so maybe I will have to leave before. So 6. I'm not sure, It's okay? but at 6 a.m. it will be okay? Yes, no problem. Okay. J'envoie un mail à l'hôtel pour demander exactement comment est la chambre, par exemple si la salle de bain est bien adaptée avec une douche à l'italienne, c'est-à-dire sans marche, un siège dans la douche, si l'ascenseur est assez grand aussi, parce que voilà, je suis déjà allée dans des hôtels qui étaient plutôt bien accessibles, mais l'ascenseur était trop petit pour mon fauteuil. J'aime bien voyager avec des amis ou avec ma famille, mais j'aime bien aussi voyager toute seule, même si je sais bien que beaucoup de personnes n'aiment pas voyager seules. Pour deux raisons. Déjà parce que c'est plus facile quand on est seul de rencontrer les personnes qui vivent dans le pays qu'on visite ou bien d'autres voyageurs. Et ensuite, l'autre raison, c'est que j'adore les langues étrangères. Donc, quand je voyage toute seule, j'ai beaucoup plus l'occasion de pratiquer l'anglais ou bien, comme quand j'étais en Italie cet été, l'italien, puisque c'est les deux langues que je connais actuellement.
Hi, do you speak English? Yes. Could you show me where we are on this map? Where we are, so we are in this square here. Oh, okay. So this side. Okay. I'd like to go there. The tower? Yeah. The tower? Okay. You can go this way down. Okay. And after, because this is the University of Porto, you go down. And I can go with you if you want. Okay. Yeah, I can. So it's going. It's easy. So 5 minutes. Go there. Oh, okay. Go down this university and the tower. You don't mind? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Let's go. See, when I go down, my foot will just. It's Flower Street without without traffic. I think I know this kind of music. A kind of big plate. I'm not sure it's this, but it's. Okay, but this one is small, so. Yes. No, it's almost flat, but the stones. So now we have two choices. I'll go up and up far away. Six small boats and a street, like a street. It's done. Ok, thank you. Là, ça va, c'est un peu moins. Voilà, si je serais encore vivante au bout de la rue. It's not too difficult for you? No, no, no. Olha! Je me sens pas spécialement seule quand je voyage parce que déjà quand on voyage tout seul on rencontre plus facilement des gens donc au final je suis rarement vraiment seule et puis je suis quand même quelqu'un qui aime bien un peu la solitude de temps en temps donc franchement ça me dérange pas du tout. Après c'est vrai que quand on se retrouve face à un beau paysage comme ça ben, je me dis que j'aimerais bien pouvoir partager ce moment avec d'autres personnes peut-être. Mais la solitude, le calme, ça fait du bien parfois. We have green wine, white. Can you translate for me? This is young veal. Yeah. Piece of milk, Yeah. veal. This is turkey in a stick. Yeah. This is roasted fish. So you can put your hands there. Yeah. And yes. there. Yes. One on each side? Yes. Yeah. Okay. Okay, thank you. It's more heavy than it looks. How do you say bon appétit in Portuguese?
And Thank you it was a very pleasure much. to meet you. Me too. Me too.